Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un millionnaire traitait de fou de l'avoir adoptée, mais elle s'est avérée être un véritable génie. Dans les hauteurs brumeuses de San Francisco, surplombant la baie et ses reflets d'acier, vivait Alexander Grant, un homme aussi admiré que redouté dans l'univers technologique. À 42 ans, il était à la tête d'un empire numérique colossal, une constellation d'entreprises spécialisées dans la cybersécurité, l'intelligence artificielle et l'analyse comportementale prédictive. Il avait conseillé la NSA, collaboré avec la NASA, et figurait 3 fois à la une de Forbes. Son manoir dominait les collines comme une forteresse moderne, entourée de silence et de verre. À l'intérieur, tout respirait la réussite, architecture futuriste, œuvres d'art numérique, serveurs privés ultra protégés, et une bibliothèque de livres rares sur la pensée mathématique, l'informatique quantique, la philosophie des systèmes. Mais ce que les articles ne disaient pas, c'était le vide qui régnait dans sa vie. Pas de famille. Pas de rire d'enfants dans les couloirs. Juste la perfection et la solitude. Un matin de décembre, alors que la ville était couverte d'une fine bruine hivernale, Alexander accepta, à contre-cœur, une invitation à visiter un orphelinat qu'il finançait par l'une de ses fondations. C'était censé être un geste symbolique, signer quelques papiers, sourire pour la presse locale, et repartir. Il n'avait rien prévu. Surtout pas elle. Quand il entra dans la salle commune, l'odeur de désinfectant se mêlait au rire des enfants. Ils couraient partout, jouaient, se disputaient. Mais dans un coin reculé de la pièce, près d'une fenêtre embuée, une petite fille était assise, totalement immobile. Elle portait un pull trop grand pour elle, aux manches rapiécées. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval floue. Sur ses genoux, un cahier fatigué, jauni par le temps. Elle dessinait, écrivait, raturait, concentrée, presque absente au monde. Alexander la remarqua immédiatement. Il ne savait pas pourquoi. Il y avait dans son regard quelque chose de différent. Comme une lumière dissimulée derrière un mur de silence. Il s'adressa alors à la directrice. « Qui est cet enfant, là-bas » ? « Elle. »« C'est Maya. »« Elle ne joue pas avec les autres » ? ?»« Non, jamais. Elle est ici depuis ses 4 ans. Elle ne parle presque pas. Elle refuse les entretiens psychologiques. Certains enfants ont peur d'elle. Pourquoi ? La directrice haussa les épaules avec gêne. Elle est étrange. Elle observe tout. Elle écoute tout. Et elle écrit sans arrêt dans ce carnet. Même la nuit. On a cru à des gribouillages. Jusqu'à ce qu'un professeur tente de lire ce qu'elle faisait. Il a dit que c'était du charabia scientifique. Depuis, personne n'ose vraiment y toucher. Alexander s'approcha doucement. Maya ne leva pas la tête. Ses doigts continuaient à tracer des lignes et des symboles sur la page. Il s'agenouilla à côté d'elle, sans un mot. Puis, lentement, il demanda. « Je peux voir ?» Maya hésita, puis tourna lentement son carnet vers lui. Ce qu'il vit le laissa stupéfait. Des matrices logiques parfaitement formées. Des algorithmes de tri complexes. Des notations binaires cohérentes. Des schémas qui ressemblaient à des réseaux neuronaux artificiels, comme ceux qu'il développait avec ses ingénieurs, mais dessinés à la main, sans aucun modèle, sans aucune aide. Il tourna les pages, de plus en plus vite, comme un chercheur trouvant un trésor. Chaque page révélait un esprit en avance de 10, peut-être 20 ans sur son âge. Il releva la tête. Maya le regardait enfin, avec calme. Pas de peur. Pas de fierté. Juste une acceptation silencieuse. Comme si elle savait qu'un jour, quelqu'un comprendrait. Il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il n'avait jamais eu d'enfant. Il n'avait jamais voulu d'enfant. Mais à cet instant précis, il sut. Maya n'était pas simplement étrange. Elle était extraordinaire. Et il ne pouvait pas, ne devait pas, la laisser ici. À 10 ans, Maya lisait les Principia Mathematica comme d'autres lisent des romans. Elle corrigeait des erreurs mineures dans les équations publiées de chercheurs en physique quantique. À 11 ans, elle demanda un abonnement direct à l'archive des thèses du Caltech.
À 12 ans, elle conçut un système de chiffrement basé sur les patterns biologiques, un concept totalement nouveau. À 13 ans, elle fut invitée à donner une conférence au MIT, sous les regards stupéfaits de sommités mondiales. Le titre de son exposé, Redéfinir le bruit, vers une théorie émotionnelle des interférences algorithmiques. À 15 ans, elle déposa son premier brevet, un système d'intelligence artificielle capable de détecter des cybermenaces avant même qu'elles ne se forment, en analysant les intentions humaines par des signaux faibles. Les gouvernements s'y intéressèrent aussitôt. Le monde, qui avait d'abord ri, se mit à écouter. Puis à l'admirer. Puis à la craindre. Le New York Times titra un jour. Et si la prochaine révolution technologique venait d'une jeune fille autrefois jugée anormale ? Mais malgré la gloire, les interviews, les invitations aux quatre coins du monde, Maya restait Maya. Discrète. Silencieuse. Profondément introvertie. Elle détestait les projecteurs, les faux sourires, les dîners de gala. Elle ne faisait jamais rien sans demander d'abord à son père adoptif. « Tu penses que ça vaut la peine ?» Alexander, en souriant, répondait presque toujours. « Ce qui vaut la peine, c'est que tu sois bien. Le reste n'a pas d'importance. » Ils partageaient des moments simples, des balades nocturnes, des heures dans la bibliothèque, ou de longues discussions sans mots, autour d'un feu. Elle lui confia un jour, alors qu'ils observaient les étoiles. « Tu es le seul qui n'a pas voulu me changer. » Et lui répondit. « Tu es la seule qui m'a donné une raison de ralentir. » À 18 ans, alors que le monde lui appartenait, Maya Grant choisit de ne pas le conquérir, mais de le réparer. Les plus grandes entreprises de la tech, de Singapour à la Silicon Valley, lui proposaient des contrats à plusieurs millions, des postes honorifiques, des laboratoires privés, même des participations dans des projets militaires classifiés. Certains l'appelaient déjà la prochaine OpenMR, d'autres la mère de l'IA éthique. Mais Maya surprit tout le monde, une fois de plus. Un matin de septembre, dans un amphithéâtre circulaire de verre et d'acier situé au cœur de la baie de San Francisco, elle apparut vêtue simplement, sans maquillage, sans artifice. Devant une foule de journalistes, de scientifiques et de représentants de grandes institutions, elle annonça calmement. « Je ne vendrai pas mon génie. Je le rendrai accessible. » Elle venait de créer GRY, une fondation gratuite et ouverte à tous les jeunes à haut potentiel issus de milieux précaires, ceux que la société oublie, méprise ou écrase. Le nom, GRY, était un hommage discret au flou, à la nuance, à ces enfants, ni blancs ni noirs, trop étranges pour les écoles normales, trop pauvres pour les écoles privées, trop sensibles pour les modèles rigides. L'objectif de GRY. Créer des refuges cognitifs, des espaces d'expérimentation, de calme et de liberté intellectuelle. Proposer des outils technologiques avancés, des mentors humains, des algorithmes bienveillants. Mais surtout, offrir un regard qui ne juge pas. Lors du discours inaugural, retransmis en direct dans plus de 40 pays, Maya parla doucement, sans emphase, les mains légèrement tremblantes. Mais ses mots résonnèrent comme un manifeste silencieux. Mon père adoptif n'a jamais cherché à me façonner. Il n'a jamais projeté ses rêves sur moi. Il m'a protégé du bruit, des jugements, des attentes. Il m'a simplement donné un territoire de paix où je pouvais grandir à mon rythme. Ce n'était pas un coup de folie. C'était un acte de foi. Elle marqua une pause, puis ajouta. Et cette foi, m'a construite. Dans la salle, beaucoup avaient les larmes aux yeux. Les caméras se tournèrent vers la première rangée, où Alexander Grant, désormais âgé, se tenait discrètement, les mains croisées, les yeux brillants. Il ne souriait pas. Il ressentait. Alexander s'était retiré de la vie publique quelques années plus tôt, laissant la direction de ses sociétés à une équipe nouvelle. Son quotidien s'était transformé, plus de réunions, plus de conflits d'actionnaires. Désormais, il passait ses journées dans un petit jardin privé, derrière la maison perchée sur les hauteurs. Il cultivait des herbes rares, relisait des essais philosophiques, observait les oiseaux migrateurs avec une paire de jumelles gravées à ses initiales. Chaque fois que Maya rentrait d'un congrès ou d'un honneur international, une médaille au Japon, une distinction humaniste à Genève, une collaboration avec l'UNESCO, elle venait directement s'asseoir à ses côtés, sur un vieux banc de pierre qu'il avait sculpté lui-même. Parfois, il parlait d'astrophysique.
Parfois, de métaphores mathématiques, de rêves étranges, de civilisations oubliées. Et parfois, de rien du tout. Du silence. Du thé. Du ciel. Deux âmes que le monde avait, à un moment, traitées d'incompréhensibles. Deux solitudes qui s'étaient reconnues. Deux êtres qui avaient fait le choix de croire, là où tout disait que c'était insensé. Les critiques d'autrefois s'étaient tues. Les sarcasmes, les doutes, les soupçons s'étaient effacés. Ceux qui l'avaient traité de fou disaient maintenant qu'il avait été visionnaire. Mais Alexander, lui, ne cherchait pas à avoir eu raison. Il regardait Maya, parfois, comme on regarde une étoile lointaine qu'on a protégée du vent jusqu'à ce qu'elle devienne supernova. Et il murmurait, pour lui seul. Je n'ai pas changé le monde. J'ai juste choisi de croire en une seule vie. Et cette vie l'a fait pour moi.